Bonjour à tous et bienvenue dans le Spring Tour 2025. Spring, c'est un écosystème extrêmement riche qui est constitué de plein de projets, un paquet. On en a même tellement qu'en plus, on a également tous les projets du grenier qui sont plus maintenus. Ça peut être intéressant d'aller fouiller dedans, on a toujours des choses à apprendre, ne serait-ce que comprendre pourquoi les projets ont été abandonnés. On a des versions qui sortent en permanence. Et sur le site de Spring, on retrouve le calendrier des releases. Et sur chaque sous-projet, on peut même aller consulter une petite roadmap. Et ça, c'est très intéressant et très utile. Cette vue-là, elle est pas mal. Il y a des gros pavés sur chaque projet. Mais c'est pas celle que je préfère. Moi, la vue que je préfère, c'est celle qu'on a quand on choisit un projet. C'est celle-là. Donc là, vous avez sur la partie de gauche tous les projets Spring. En réalité, il y en a à peu près 45. Mais là, vous pouvez voir que j'ai des sections et des sous-sections. Sur cette vue-là, on voit qu'une vingtaine de projets. Le cœur de Spring, c'est le Spring Framework. Ça contient les fondations de tout l'écosystème Spring, et ça introduit la première révolution de Spring, l'injection de dépendance, également appelée parfois l'inversion de contrôle, qui permet d'organiser notre code en bin, donc en composants, de façon extrêmement simple et assez naturelle, puisqu'on peut le faire uniquement avec des annotations. Mais tout ça, c'est tellement magique que ça en devient un peu difficile à aborder sans exemple. Mais peu importe, on avance, le Spring Framework, c'est la base. Donc c'est à la fois le cœur de l'écosystème et également une boîte à outils déjà assez riche. Si on va sur le projet GitHub, où on retrouve les sources du Spring Framework, on voit qu'il contient plein de modules que vous avez ici, donc c'est presque autant de sous-projets. On retrouve ici le Spring Core, mais on voit bien que la boîte à outils, elle porte sur plein d'autres sujets. On a le JDBC, le JMS, la gestion de messages, le développement d'applications web. On a beaucoup de choses. Sur la page d'accueil d'un projet, vous avez à la fois une description du projet, vous avez souvent, bon là c'est pas le cas, des liens vers des tutos, vers des vidéos qui sont souvent bien choisis. Vous avez aussi un onglet à côté d'Overview avec le lien vers la doc. À la fois la doc technique au format assez classique, mais aussi la Javadoc. Assez souvent, vous avez cet onglet support, et dans cet onglet support, la vision roadmap avec, par exemple ici, la mention de la version 7.0 du Spring Framework qui sortira en fin d'année. Donc le Spring Framework, c'est génial, ça permet de structurer notre application en créant des bins, des composants. Les composants, ce sont des classes, souvent des singletons. Et ensuite, on peut jouer avec tous ces composants et puis réaliser les traitements dont on a besoin. Souvent, sur un projet, les composants qu'on va utiliser, si on veut faire de l'API REST, on va avoir besoin d'un REST template ou d'un client HTTP, on va avoir besoin de tel ou tel composant. Et ça sera valable à chaque fois qu'on aura besoin de faire du REST dans une application. Donc l'idée du Spring Boot, puisqu'on arrive à Spring Boot, c'est de mâcher le travail et de permettre la création d'une application à partir de 3 fois rien. Quand on crée une application Spring Boot, on lui dit juste bon voilà, je vais faire du REST, donc voici le starter REST. J'ai besoin d'accéder à une base de données relationnelle. Je voudrais utiliser la dépendance vers le starter Spring Data JPA. Et Spring Boot, quand il va savoir de quoi on a besoin, il va créer les bins. Les bins qu'il nous faut. Et ça, c'est ce qu'on va appeler l'autoconfiguration. Donc Spring Boot, en fonction de ce qu'il trouve sur le ClassPass, il peut préconfigurer des bins. Et ça simplifie beaucoup le développement. La liste des features indiquées sur la page d'accueil, elle est pas mal, elle donne de bons points de repère, donc avec Spring Boot, on peut créer une application Spring Standalone. Si notre application, elle fait du web, l'application, elle va pouvoir embarquer, sans qu'on le voie, Tomcat ou un autre serveur d'application, et comme ça, on va avoir tout ce qu'il nous faut pour faire du web. En troisième point, au niveau des features, on a la mise à disposition des starters. Donc le starter, ça va être une dépendance dans notre pom.xml ou dans le fichier Gradle, et il va indiquer à Spring Boot à la fois toutes les dépendances dont on va avoir besoin en termes d'artefacts, mais également tous les bins qu'il faudra créer pour que, en 3 lignes de code, on puisse créer un service REST ou autre chose. Spring Boot, il est assez malin, et en fonction des librairies qu'il va trouver sur le ClassPass, il va savoir quel bin créer. Donc ça, il faudra aller faire un tour dans Spring Boot pour trouver un bon exemple. On va essayer d'aller trouver un exemple, ça sera toujours mieux. Donc voilà un exemple. Si on parle de cache, Spring et Spring Boot, ils vont fournir une abstraction des classes qu'on va pouvoir utiliser pour gérer du cache, quel que soit le provider.
Mais même si on utilise des abstractions de haut niveau, il faut bien qu'à un certain niveau, donc dans une couche un peu plus basse, on ait des objets spécialisés pour aller utiliser spécifiquement tel ou tel gestionnaire de cache. Donc là, si j'utilise Hazelcast, quand Spring Boot va trouver sur le ClassPass la dépendance vers Hazelcast, il sait qu'il va devoir configurer une instance Hazelcast et pas autre chose. Un autre exemple peut-être plus simple, si on veut faire du JSON, on a 3 librairies possibles, donc JSON, Jackson et JSONB. La librairie préférée de Spring Boot, c'est Jackson, mais autrement, Spring Boot, il va s'adapter en fonction de ce qu'il va trouver sur ClassPass. Donc si c'est pas Jackson, il fera le nécessaire. Spring Boot, il va fournir l'abstraction, c'est l'abstraction qu'on va utiliser, sans penser à une librairie particulière. Et lui, il va s'adapter. Donc ça, c'était pour donner des exemples peut-être plus concrets de Spring Boot. Et déjà, en ayant parlé de Spring Boot et Spring Framework, on a fait l'essentiel. Le reste des projets, moi j'aurais tendance à les classer en 2 lots, les seconds couteaux. Et encore, second couteau, c'est pas le bon mot, je trouve pas de bonne expression, mais en tout cas, les projets qui sont pas vraiment le cœur de Spring, mais qui restent incontournables et qu'on a beaucoup de chance d'utiliser si on est sur un projet Spring Boot. Moi, je pense à Spring Data, à Spring Security et également à Spring Batch. Spring Data, ça fournit une abstraction. Cette abstraction, c'est le concept de repository. Une abstraction donc des objets de haut niveau. Une approche consistante, on va dire, et homogène pour aller taper dans toutes les bases de données possibles. Que ce soit de l'Elasticsearch, du JDBC classique ou autre. Et c'est bien dit dans la première ligne de l'overview. La mission de Spring Data, c'est de fournir une approche consistante pour accéder aux données dans un contexte Spring, tout en respectant les spécificités de chaque data store sous-jacent. Ça doit rendre plus simple d'utiliser des technologies d'accès aux données, relationnelles ou non relationnelles, les frameworks de type MapReduce, et des services de données issus du cloud. Le Spring Data, c'est un projet parapluie qui contient plein de sous-projets qui sont spécifiques à une base de données. Ça fait bizarre de dire 2 fois données. Les projets, ils sont développés en collaboration avec les compagnies et les développeurs qui mettent au point tous ces data stores. Spring Data, c'est assez bluffant. Je sais pas si la doc elle est bien faite. La doc, généralement, sur Spring, elle est vraiment pas géniale. Mais là, si on essaie d'aller voir un repo, donc Spring Data, là aussi, il y a un peu de magie. Parce qu'à partir d'une interface, juste d'une interface, Spring, il va créer pour nous des bins, donc des repositories, pour l'accès à notre base de données. Donc c'est juste une interface. Et en fonction du nom des méthodes de l'interface, Spring est assez intelligent pour générer tout le code qu'on aura eu à développer. Si je prends la deuxième ligne, optional de T, find by ID, ID primary key. Ça, c'est la méthode qui va nous renvoyer un objet à partir de sa clé primaire. Donc là, bien sûr, on est sur l'interface CRUD repository, donc sur une interface du framework. Pour l'utiliser sur notre projet, il faudra qu'on l'étende. Spring Data, ça va aussi gérer la pagination. Alors on avait commencé à faire la liste des projets qui sont pas au cœur de Spring, mais presque. Et on a parlé de Spring Data. Ensuite, après Spring Data, j'aurais envie de parler de Spring Security. Spring Security, comme son nom l'indique, il va gérer des problématiques de sécurité. C'est assez orienté web, donc en gros, authentification, gestion des rôles, des droits, autorisation de accès à telle ou telle page, ce genre de choses que vous connaissez, mais pas que. Ça contient aussi des mécanismes pour se protéger de certaines attaques. Là, dans la liste des features, on vous parle de Cross-Site Request Forgery. Si je vous traduis la description dans l'overview, ça donne Spring Security est un puissant et hautement personnalisable framework d'authentification et de contrôle d'accès. C'est le standard de facto pour sécuriser les applications Spring. C'est un framework qui se focalise sur l'authentification et l'autorisation dans les applications Java, sur une très très grosse majorité des projets, on a des batchs. Et pour développer des batchs, soit on se fait une solution maison, c'est possible, on peut aussi, et c'est pas mal, utiliser Spring Batch. Spring Batch, ça fournit plein d'outils, ça fait gagner pas mal de temps. Et ça traite des problématiques qui sont pas simples et sur lesquelles on pourrait un peu galérer. La gestion de transactions,
des traitements multithreadés, de la logique de workflow, de retry quand on veut gérer de multiples tentatives en cas d'échec. Spring Batch, ça fournit plein de choses. Ça fournit également ce qu'il faut pour suivre l'exécution des batchs. C'est vraiment très complet. Sur la page d'overview, comme souvent, on a pas mal de références. Je pense que trouver de la doc sur Spring Batch c'est facile, de la meilleure doc que sur le site Spring aussi. Je me suis arrêté un peu par hasard sur cette vidéo. Non, pas celle-là. Spring Batch. Elle est vraiment vraiment pas jolie, elle est pas hyper récente, mais elle explique bien les bases et comment Spring Batch fonctionne, comment les batchs sont construits autour d'un enchaînement de steps, donc d'étapes, comment chaque étape est composée de 3 parties, un reader, un processeur et un writer. Je pense que les 15 premières minutes, elles valent quand même déjà le coup. Il nous reste pas mal de projets. En fait, on est quand même assez loin du compte parce que au total, dans Spring, on a presque une cinquantaine de projets. On va pouvoir évacuer déjà un gros lot assez rapidement, c'est le Spring Cloud. Le Spring Cloud, c'est un projet parapluie qui abrite plein de sous-projets qui doivent gérer toutes les problématiques qu'on rencontre dans le cadre du développement de microservices. J'aime bien la liste des features parce qu'elle plante pas mal le décor. Sur une application Spring Boot qu'on va déployer dans un contexte cloud, on va avoir un besoin de configuration distribuée. On a tout ce qui va être enregistrement et découverte de services, comment on les trouve, comment on récupère les infos de connexion, le routing, comment on va taper sur un service, la répartition de charges entre les conteneurs, le load balancing, les opérations de court-circuit quand on a un service qu'on doit déconnecter parce qu'il plante, pour pas qu'il ne perturbe l'ensemble du système. Avec Spring Cloud, on va adresser tout un tas de problématiques. Dans la liste des projets, on voit qu'on a à la fois des projets qui sont spécialisés dans l'intégration d'un cloud provider particulier, donc on a Azure, AWS, on a aussi Alibaba, GCP bien sûr, et bien entendu Kubernetes, même si c'est pas à proprement parler un cloud provider, bah, ça reste quand même les fondations de tous les providers. Donc on a ces projets-là, mais on a aussi après les projets qui vont être orientés sur une fonction du système. On a la gateway, on a le vault pour la gestion des secrets. Je vais pas en parler plus dans cette vidéo, peut-être que j'en sais pas assez pour en parler plus. Donc Spring Cloud, c'est un ensemble très riche de projets. Il y en a peut-être même un peu trop. Et je me dis que pour une bonne part, ils vont peut-être plus s'adresser aux architectes qu'aux développeurs. Donc si on passe Spring Cloud, on voit qu'il nous reste plus que ces projets-là. On a le Spring Authorization Server. Ce projet-là, il va nous permettre de développer notre serveur d'authentification. Et puis il va gérer toutes les problématiques d'authentification avec les protocoles comme OAuth, alors je sais pas vraiment comment vous le prononcez vous, ou OpenID Connect. Il y a des exemples assez sympas, mais ça reste quand même assez pointu. Là, on a carrément des exemples qu'on pourrait exécuter. Et dans cet exemple, on va carrément exécuter un serveur d'autorisation maison, donc de démo, et une application type Single Page Application. Et cette application, elle est faite en Angular. Et enfin, on va faire communiquer les deux, donc on va aller s'authentifier depuis l'application Angular sur le serveur d'autorisation. Ensuite, on a le Spring GraphQL, que vous connaissez peut-être, hein, qui a été développé par Facebook au début des années 2010, et qui est assez intéressant parce que c'est pas du reste. Et ça s'appuie sur un schéma assez strict et typé. Et les requêtes qu'on va envoyer au service GraphQL, elles vont pouvoir aller interroger précisément le service et elles vont pouvoir lui demander exactement les informations qu'elles veulent avoir. Donc, au niveau d'un objet, par exemple, uniquement les propriétés dont elles vont avoir besoin. Les requêtes, elles vont être très précises. Ça va aussi économiser un peu du réseau. Mais ça pourrait être un peu plus complexe à mettre en œuvre. Spring for GraphQL, ça fait partie des projets qui sont orientés web service, qu'on n'a pas que GraphQL. Hein. On a aussi tout en bas Spring Web Service, si vous voulez faire du SOAP. On a également le projet Spring REST-Doc, qui, comme son nom l'indique, a pour but d'aider à la documentation d'API RESTful. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'on voit sur la vision roadmap que le projet n'est pas spécialement dynamique.
On n'a pas de version majeure à venir, et la version courante, sa release initiale, elle date de 2022. Bon, presque 2023, mais c'est pas tout récent. Dernier des projets dans le domaine des web services, c'est le Spring 8 OAS. Je sais pas comment on prononce en anglais. Et là, faites-moi un retour d'expérience si vous l'utilisez. Moi, je suis quand même assez sceptique, hein. Ça me paraît quand même assez lourd et assez compliqué. En gros, avec le 8 OAS, quand on va appeler un service REST, donc là on est un peu sur de l'extension de REST, quand on va appeler un service REST, on va récupérer à la fois les données qu'on veut. Donc on va voir dans notre JSON la liste des objets du résultat. Si j'appelle un service qui me renvoie une liste de commandes, dans mon JSON, j'aurais bien une liste de commandes. Mais avec 8OS, j'aurais pas juste mes données, j'aurais aussi des liens. Et les liens, ça va être à la fois les liens vers les services qui vont permettre de manipuler mes données. Donc si j'ai récupéré un utilisateur, peut-être le lien vers le service de mise à jour de l'utilisateur, ou de suppression, de désactivation, de ce qu'on veut. Dans les liens, j'aurais peut-être aussi les services qui vont me permettre de récupérer des données en rapport avec mon résultat. Si je viens d'interroger un service qui m'a retourné un utilisateur, peut-être que dans les liens, j'aurai le lien vers un service qui me renvoie la liste de ses collègues ou d'autres informations en lien avec mon utilisateur. Dans les projets restants, on a les projets qui vont être orientés queue, message oriented, on va dire. On a le projet Spring for Apache Kafka et Spring for Apache Pulsar. Kafka, c'est le gestionnaire de messages de référence, hein, celui qui est vraiment bien implanté. Et Pulsar, c'est un peu plus récent, c'est plus flexible aussi, et pour l'instant, c'est quand même Kafka le boss, j'ai l'impression. Donc ces gestionnaires de queue, ils vont être basés sur les notions de consumer, producer, topic, queue, et bien sûr le broker. Donc le broker, ça va être le serveur. Notre application Spring Boot, elle va utiliser Spring for Apache Kafka, par exemple, pour aller publier sur des queues d'un broker Kafka, ou pour aller consommer des messages qui vont être produits par d'autres applications sur les queues qu'on appelle topics sur Kafka. Spring for Apache Kafka, Spring pour Pulsar, mais on a aussi le Spring AMQP. Dans Spring AMQP, on va avoir tout ce qui va être abstraction pour pouvoir aller taper n'importe quel gestionnaire de queue AMQP, mais on a après une partie plus spécifique et qui porte sur RabbitMQ, qui est une implémentation particulière. Je ne l'ai pas utilisé, et là sur cette page, c'est pas spécialement extrêmement clair. On ne sait pas à quel point ce projet il est spécifique à RabbitMQ, ou si on peut l'utiliser sur une solution différente. Bon, ça m'étonnerait qu'il fasse que du RabbitMQ. On n'est pas loin de la fin, et là, les projets ils sont un peu plus difficiles à catégoriser. Pour essayer de pas en oublier, j'ai procédé dans un certain ordre, donc on a parlé du Spring Framework, de Spring Boot, ensuite les projets les plus incontournables, donc Spring Data, Spring Security, Spring Batch. Ensuite, j'ai abordé tout ce qui va être projet un peu orienté service. On avait toute la partie reste dans Spring Framework, mais on a bien vu qu'il nous restait des projets pour SOAP, par exemple. Et là, les projets qui restent, ils sont un peu plus difficiles à regrouper. Alors moi, j'ai quand même trouvé une autre catégorie de projets, hein. Si on classe les projets, on peut quand même regrouper un petit paquet de projets qui sont orientés workflow. On a le Spring Webflow, qui travaille avec Spring MVC, et qui permet d'implémenter des workflows. On va définir dans de la configuration un enchaînement d'étapes avec des règles de transition pour aller d'une étape à l'autre. On est un peu dans de la machine à état. Ce projet, je ne sais pas s'il est encore vraiment d'actualité, s'il n'est pas proche du grenier. Ça me semble bien possible. Il semble pas très vivant. Ça, c'est le Spring Webflow. On a également le Spring State Machine. Et là, on est vraiment, si on traduit en français, on est vraiment dans de la machine à état. Donc il y a beaucoup d'exemples. Ça, vous pourrez aller voir. Si je prends un exemple au hasard, on a ici la représentation du workflow avec l'état initial et 3 états avec des transitions possibles de l'état 0 à l'état 1 et à l'état 2. Le workflow, on va le configurer avec du code Java. Vous avez un exemple ici, avec une transition de l'état 0 vers l'état 1 sur un certain événement. Toujours orienté workflow, on a également le Spring Cloud Data Flow. Donc lui, il est plus maintenu en tant que projet open source. Il s'applique à la fois sur Cloud Foundry et Kubernetes.
Donc on va pas passer beaucoup de temps. Je pense il semble un peu dead. Pour ceux qui connaissent pas, bah, Cloud Foundry, ça permet de faire du platform as a service. C'est encore plus haut niveau que du K8S, donc tout ce dont on va avoir besoin, donc les bases de données en particulier, on va les créer et les utiliser comme des services. Donc si j'ai besoin d'une base de données, je vais dire à Cloud Foundry, donne-moi une base MongoDB, et je demande rien de plus. Moi j'ai juste besoin d'une base de données, donc mon infrastructure, ma plateforme, c'est géré par Cloud Foundry. L'adoption de Cloud Foundry, c'est déclinant, donc on passe à la suite. Le dernier projet qui porte sur du workflow, c'est SpringFlow. Et SpringFlow, c'est utilisé par un autre projet, donc le Spring Cloud Dataflow, dont on vient de parler. Et ce projet, il est un peu particulier parce que c'est pas du Java, c'est une librairie JavaScript, c'est même un projet Angular. Ce projet Angular, il nous fournit un composant qu'on va pouvoir réutiliser et qui permet de modéliser des workflows, donc des pipelines, des graphes. Si on va sur le projet GitHub, je crois qu'on peut trouver un screenshot, mais où? Ici. Ici, donc ça a cette tête-là. C'est un projet à part entière, même si il semble très dépendant et très lié à Spring Cloud Dataflow. Et puisque Spring Cloud Dataflow, bon, il semble un peu déclinant, on peut sans remords passer à la suite. Spring Intégration, c'est assez pointu. Euh, c'est inspiré d'un bouquin qui est là, qui définit des patterns. Donc dans Spring Intégration, on va avoir l'implémentation, ce qu'il faut pour gérer ces patterns-là. C'est vraiment très technique, ça sert à rien de vouloir en parler si on n'a pas pu se pencher dessus, vraiment, avant, et c'est mon cas. Spring Modulite, c'est la vision de Spring pour ce qui est d'applications modulaires. Donc les modules, vous en avez en Java. Bon là, ça c'est plus, s'agit plus de faire des modules à la sauce Spring. Donc un module dans Spring, ça va être une API. En fait, ça va être un ensemble de bins qu'on va exposer et dont on va cacher l'implémentation, en tout cas toute la mécanique interne. Pourquoi on a des modules On a des modules pour bien faire apparaître ce qui va pouvoir être mis à disposition des autres applications, enfin d'autres modules. L'idée, c'est d'avoir une application qui soit plus structurée et moins bordélique. Et donc, plus facile à mettre à jour et à maintenir. Ce qui est intéressant quand même avec ce projet, c'est qu'il a une approche orientée TU. Il a pour ambition de permettre de tester le code et de vérifier que la structure en module elle est bien respectée, qu'on ne fait pas n'importe quoi au niveau des dépendances. Une autre petite spécificité, c'est que les modules entre eux, ils vont communiquer via des events, donc ça fait partie des bases du framework, mais qu'on n'utilise pas forcément. Spring AI, il a une particularité, c'est que on n'a pas encore vu sa première version officielle, on est toujours dans la version 1.0.0-snapshot. Ça doit permettre d'aller s'interfacer avec les acteurs de l'IA. Là, pour ceux qui connaissent, on parle de MCP dans la doc. Springly, c'est un petit projet un peu original qui fournit des commandes qui vont s'appliquer au niveau d'un projet. On a la commande boot new, qui est assez marrante parce qu'elle permet de cloner un projet à partir d'un template de projet. Avec Springly, on va pouvoir avoir des projets templates et on va surtout pouvoir créer des projets à partir de ces templates. Donc l'idée, elle est assez intéressante. On a aussi la commande boot add. Et cette commande, elle permet de faire un merge carrément de deux projets automatiques. Dans Springly, on n'a pas que des commandes prédéfinies, on a aussi ce qu'il faut pour créer nos propres commandes. Et avec ces commandes, on va pouvoir automatiser certaines tâches, des tâches de dev un peu répétitives comme l'ajout de dépendances, etc. Et ça me fait penser à OpenRewrite. Spring Cred Hub, c'est un projet qui est lié à l'écosystème Cloud Foundry, dont on a déjà parlé, et qui s'applique en particulier au gestionnaire de secrets de Cloud Foundry. Et
Et ça fournit une API quoi, pour aller manipuler tout ce qui va être secret dans Cloud Foundry. On a un autre projet lié à la gestion de secrets, c'est le Spring Vault, et ça, c'est un projet qui porte sur un logiciel bien précis, c'est le Vault d'HashiCorp, que vous utilisez peut-être. Alors c'est fou, mais il reste plus que deux projets dont on n'a pas parlé. On a le Spring LDAP, donc le LDAP, c'est un protocole très très connu et très utilisé qui permet de faire de la gestion d'annuaires. Alors, Spring LDAP, c'est vraiment très connu, c'est très utilisé dans beaucoup d'entreprises, donc ça permet de gérer un annuaire. On parle de serveur d'identité. Sur le LDAP, on va retrouver par exemple tous les employés d'une entreprise ou tous les utilisateurs du SI, et on va pouvoir les authentifier avec un mot de passe, et puis gérer tout ce qui va être droit d'accès, en fonction des rôles qu'on va leur attribuer, des groupes auxquels ils vont appartenir. C'est un standard qui est bien établi et vraiment très répandu. Pour terminer, on n'a plus qu'à parler du Spring Shell. Le Spring Shell, bon, c'est gentil, c'est rigolo, hein, c'est un projet qui permet de définir son propre shell, donc un ensemble de commandes qu'on va pouvoir utiliser pour nos besoins. C'est pas très lourd, c'est un projet qui a l'air d'une taille assez modeste. Sa fonction, elle est assez claire. Est-ce qu'on va l'utiliser? Ça, c'est encore autre chose. N'oubliez pas ce site officiel de Spring, parce que c'est dessus que vous allez avoir quand même les roadmaps, les informations les plus utiles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous et puis à bientôt.